Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour vos propos éclairants et la séquence chronologique est tout à fait éclairante. D'abord, je voudrais tout d'abord en préambule confirmer deux choses. J'ai moi-même comme médecin été destinataire de 2 SMS qui m'ont d'ailleurs tellement étonné que j'en ai retenu les dates, qui étaient les 10 et 14 janvier. Parce que je me suis demandé pourquoi j'étais destinataire de ça, étant médecin non exerçant. Donc je confirme, et j'avais été frappée par la précocité des messages reçus. Et après, j'ai reçu, comme tous mes confrères, des messages DGS urgents qui notamment précisaient la définition des cas qu'on a vu tout à fait évoluer au cours du temps en fonction des informations que vous receviez et les observations que vous pouviez faire. Je voudrais également confirmer l'épopée absolument dingue des Français de Wuhan, c'est ma circonscription, je connais bien, j'ai été en contact avec eux, et rappeler aussi que Wuhan, qui était vide, vous le rappeliez, était en période de Nouvel An chinois, qui fait que la ville s'était vidée de la moitié de sa population, et c'était extrêmement compliqué de ce fait de circuler dans Wuhan à ce moment-là. Donc c'est deux confirmations que je tenais à apporter. Ensuite, j'ai été frappée par le témoignage que vous avez apporté de l'intuition que vous avez eue, et je me suis dit, mais quand même, on a un ministre de la Santé qui se trouve être un médecin. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et donc, vous racontez cet épisode du 25 décembre. Vous avez vu ce blog qui vous a alerté sur des cas de pneumonie inexpliqués. Donc, l'une de mes questions, c'est, mais vous avez également témoigné de cette discordance entre les 50 cas en Chine et le cas importé en France à Bordeaux. Également, la discordance, vous l'avez évoqué, entre les symptômes qui apparaissent relativement mineurs dans ce que décrivent les Chinois, y compris quand le nombre de cas commence à augmenter, et puis nous, ce que nous observons, nous, dans nos hôpitaux. Et finalement, je me suis dit, mais si vous n'aviez pas été médecin, qui pouvait alerter le ministre de la Santé sur ces discordances? Qui pouvait en avoir l'intuition? Le comité scientifique a été mis en place un peu plus tard, nettement plus tard, je crois que vous n'étiez plus ministre à ce moment-là. Donc je voulais un petit peu avoir votre témoignage là-dessus. Et puis un dernier point sur la commande du 7 février dont vous avez parlé, la commande d'équipement. Pouvez-vous préciser le type de matériel que vous avez commandé, les quantités et sur quelle doctrine vous avez commandé ces matériels et à qui? Merci. Alors d'abord pour répondre sur le financement de l'EPRUS, je n'ai pas l'historique des financements de l'EPRUS, Monsieur Dor. Je sais ce que j'ai trouvé en arrivant, puisque Santé publique France avait absorbé l'EPRUS. Et le financement de cette agence avait été transféré, comme un certain nombre d'agences d'ailleurs, entièrement à l'assurance maladie. Alors, est-ce que c'est en 2017, 2018 ou 2017? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, mais je pense que les services pourront vous répondre. Mais il y a eu un certain nombre d'agences qui avaient des financements croisés de multiples tutelles qui progressivement étaient considérées comme faisant partie des agences en charge de la santé des Français et qui sont financées par l'assurance maladie. C'était 50% État, 50%, voilà. Mais je ne sais pas si le financement des PRUS est passé à l'assurance maladie. Quand moi j'étais aux affaires, je ne me souviens plus, parce que je sais qu'il y a une agence qui est passée, ou si c'était du temps de Marisol Touraine. Je ne peux pas vous le dire. Bon, les agences font l'objet, comme toutes les agences, d'un dialogue budgétaire au moment de leur conseil d'administration, au moment de la construction du budget. Donc voilà, est-ce que nous avons une alerte particulière sur le financement de l'EPRUS? Je dirais pas plus et pas moins que toutes les agences, puisque, vous le savez, on a demandé à l'État, globalement, aux administrations, aux agences, d'être sobres dans les années qui étaient les années de rigueur budgétaire, mais ni plus ni moins que les autres. Enfin, c'est une agence qui est... Alors, elle a de multiples missions. Hein. Santé publique France, elle tient les registres, elle a la surveillance du territoire. Et en fait, il semblait que la fusion des 3 agences, EPRUS, INPES et INVS, permette de faire un certain nombre d'économies sur les fonctions de support. Donc, il y avait une certaine logique à... ne pas... Je crois que la première année, le budget a été renouvelé à l'identique, mais après, on a considéré que les fonctions de support se mutualisant, il n'y avait pas besoin de 3 services financiers, de 3 services de communication, etc. Donc, voilà, ça a fait partie, mais je n'ai pas eu d'alerte particulière sur les financements des PRUS. Sur la bureaucratie, je ne sais plus ce que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que...
on s'interroge tous sur la question de quelle serait la meilleure organisation à venir. Moi, je pense qu'en période de crise, alors c'est mon sentiment profond, mais parce que j'ai géré une autre crise à l'IRSN, à Fukushima, je pense que ça ne peut pas être les mêmes personnes qui gèrent le temps long et qui gèrent les crises. Je pense que le mode de fonctionnement d'une gestion du temps long et le mode de fonctionnement d'une gestion de crise qui doit être hyper réactif et très en anticipation, ce ne sont généralement pas du tout les mêmes compétences donc moi, je pense qu'il faut une agence dédiée aux crises en général, mais pas seulement aux crises sanitaires. Parce que je l'ai vu, en général, les crises sont intriquées. Je l'ai vu avec Lubrizol. Lubrizol, c'est intriqué, c'est environnemental, c'est chimique, c'est de santé publique. En fait, si vous n'avez une agence que dédiée aux crises sanitaires, vous ratez souvent, et c'est compliqué de recoller le morceau. D'autres pays se sont, je crois, dotés d'agences dédiées aux crises, et je pense que c'est une bonne chose, parce que la personne responsable de ce type d'agence, elle rend des comptes, mais uniquement sur sa gestion de crise, alors que quand c'est dilué dans une agence plus vaste, voilà, peut-être que ça réduit la capacité ou la réactivité. Je pense que c'est vraiment l'enseignement qu'on doit peut-être tirer de cette crise. Donc vous parliez de bureaucratie. Je ne veux pas le qualifier, je ne sais pas. Moi, j'ai eu les réponses sur les stocks de masques quand je les ai demandés. Quand j'ai demandé où en étaient les stocks de masques en janvier, on m'a répondu assez rapidement, je crois en l'espace de 2 jours, un jour ou deux. Voilà, après, j'ai passé des commandes. Peut-être pour revenir sur la question des commandes, puisque j'en parle. Donc, il y a une première commande le 2 février quand je décide de constituer un stock d'État. Et donc ça, c'est une décision ministre. C'est-à-dire que je dis, voilà, on va suppléer au masque FFP2 et à ce stock d'État qui n'existe pas, parce que si ça se trouve, tout le monde n'est pas prêt, parce que la doctrine de 2 millions, on n'est pas sûr qu'elle soit comprise ou vraiment appliquée. Et ensuite, quand j'ai les remontées de toutes les agences régionales de santé, donc c'est la note que le DGS reçoit le 6 février, le 7 février, nous faisons partir une commande avec, excusez-moi, une demande. Alors, c'est pas moi qui décide des chiffres. Hein. Moi, j'acte de la commande. J'acte globalement de la commande. Donc, les chiffres sont proposés par les services, c'est normal. C'est pas moi qui fais les calculs des besoins journaliers en masques. Et donc, il y a une commande qui part de 28 millions de FFP2, de gants, 3 millions, 200 000 charlottes, 50 000 lunettes, 200 000 surchaussures, 100 000 litres de solutions hydroalcooliques, avec, je le dis, un scénario de distribution aux médecins libéraux, infirmières et pharmaciens, et aux EHPAD et aux établissements de santé. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise les tensions sur la production et en fait la difficulté de recevoir. Donc ça, c'est aussi, je pense, la grande leçon de cette crise, c'est la nécessité de diversifier, d'être souverain en termes de capacité de production, mais surtout de diversifier. Et d'ailleurs, ça rejoint le plan que j'avais écrit sur les pénuries de médicaments, puisque j'avais présenté l'année dernière un plan sur les pénuries de médicaments, où j'avais bien noté 3 choses. 1, qu'il fallait diversifier les sources d'approvisionnement, parce que c'était trop centralisé. 2, qu'il fallait des stocks de 3 mois en France pour tous les médicaments indispensables. Là, je pense que pour les stocks, c'est aussi probablement ce qu'on devrait demander aux établissements de santé, d'avoir des stocks de 3 mois. Ça n'était pas précisé dans la doctrine de 2011. Et j'avais une 3e chose qui m'échappe. Sur la production elle-même, la relocalisation de la production. Ah oui, et où j'avais, dans le plan médicaments, où j'avais dit qu'il fallait commencer à travailler sur une relocalisation de la production des médicaments en Europe. Voilà. Donc je trouve que en fait, ce plan pénurie de médicaments, il correspond assez bien à ce qu'on a vécu en termes de retour d'expérience sur cette crise. Ensuite, sur la question de Madame Rabault, Madame la députée, c'est sur le... Non, pardon. Pas encore, pardon. Non,
Non, excusez-moi, c'est monsieur, excusez-moi. Désolée, j'avais mon regard vers vous. Pardon, monsieur le député, donc sur l'alerte au monde, l'alerte du 30 janvier. Là aussi, c'est un pressentiment. Le 30 janvier, je vous raconte l'histoire. Le 30 janvier, nous sommes avec le Premier ministre en train de lancer la grande conférence sur le financement des retraites au CESE. Et nous travaillons 3 heures avec toutes les organisations syndicales pour acter qu'ils doivent nous remettre un rapport sur le financement des retraites et le fameux H-pivot fin avril. Et puis nous attendons à la fin de la réunion dans un grand bureau avec une vingtaine de personnes et la discussion est une discussion de salon. Je crois que Édouard Philippe évoque le fait qu'il va se présenter au Havre. Et je lui dis, si cette épidémie progresse, et si elle arrive en Europe, nous sommes le 30 janvier, donc c'est le jour, je le rappelle, hein, c'est le jour où l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Il n'y a pas 1000 cas en Chine. Et je lui dis, si ça se trouve, les élections ne pourront pas se tenir. Voilà. C'est une phrase dont je me souviens, parce que j'ai vu la réaction du Premier ministre. Je lui ai dit, bah oui, si jamais cette épidémie chinoise devient une épidémie mondiale, il est possible qu'en mars, il est possible, elle aurait pu arriver en avril, elle aurait pu arriver 15 jours avant, 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard. Bon, voilà, force est de constater que le deuxième tour n'a pas eu lieu. Donc cette phrase que j'ai lancée de façon... C'est pas une alerte formelle. Voilà, nous étions dans le salon du CESE et voilà, on était un groupe de personnes avec le Premier ministre.